Je vous propose de réfléchir au pouvoir des mots dans la nosographie. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Grégoire Vitry, parce que sur le plan épistémologique, ça implique que désignent les mots qui parlent de la folie. Alors, l'ontogenèse de la parole, elle est particulière. Aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Hein, je le dis souvent que le seul bébé qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié à boire, je veux du bon vin. Mais à part, pourquoi faut-il que tous les enfants attendent le 20e mois pour entrer dans l'aventure de la parole, la 5e année pour entrer dans l'aventure des récits? C'est-à-dire que là, il y a une ontogenèse, c'est-à-dire, comme l'a dit Grégoire Vitry à l'instant, il y a une ontogenèse, un développement continu sous l'effet des pressions du milieu qui ne cesse de changer. Donc, étiqueter, c'est pétrifier. Ça ne correspond pas du tout aux personnes qui viennent s'asseoir auprès de nous pour réfléchir avec nous. Alors, un diagnostic a été utile. Au début du siècle, on parlait de la folie urémique, c'est-à-dire que quand l'épuration extrarénale n'existait pas, l'urée intoxiquait le cerveau et effectivement, les gens déliraient. Et il suffisait, depuis que l'épuration extrarénale existe, les délires, la folie urémique n'existe plus. Même raisonnement avec la syphilis. Avant, énormément de gens vivaient, mouraient dans la honte de la syphilis, ils n'en parlaient pas. En 5 semaines de pénicilline, la méningite syphilitique était nettoyée, disparue, et ainsi on a eu un modèle médical de la folie qui était pertinent et abusif. Pertinent parce qu'effectivement, euh, le myxœdème, le goitre, l'idiotie du goitre n'existe plus, il suffit de mettre un peu d'iode dans le sel, mais ça a été généralisé à tous les maux de la souffrance psychique, et là, c'est abusif. Alors que désignent les mots de la folie? Freud déjà signalait le danger de la dérive des mots. Il disait, quand les mots prétendent désigner quelque chose, les intellectuels s'inspirent des mots qui désignent quelque chose, ce qui provoque d'autres intellectuels à s'inspirer des mots décrits par d'autres qui décrivent des mots qui décrivent quelque chose, et on ne sait plus de quoi on parle. Et il concluait en disant, les mots ont un implicite délirant. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être névrosé ou psychotique pour délirer. Et si vous ne me croyez pas, allumez la télévision ce soir et vous verrez beaucoup de gens, pas plus névrosés que moi, mais fortement délirants. Alors, les mots de la folie. Fou et folie, ça désigne quoi? Ça désigne quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Faut être fou pour penser différemment de moi, puisque moi, j'ai raison. Donc si on ne pense pas comme moi, c'est qu'on a la mauvaise foi ou c'est qu'on est délirant. Et cette implicite du mot fou, folie, existe encore et il a caractérisé plusieurs siècles. Or, maintenant, sous la dérive des mots qu'on constate, le mot fou, folie est fortement utilisé dans les publicités. Je suis fou du chocolat Lanvin. Vous avez tous entendu ça. Ça coûte un prix fou. Certains, Ignace de Loyola, parlait déjà de la folie de Dieu. Euh, le feu, dans les cimetières, on voit des feux follets. Ils sont un peu fous, mais pas trop. Au XIXe siècle, quand l'industrie s'est développée, les mots savants sont rentrés dans la culture et il a été chic de faire croire qu'on avait des mots savants pour désigner la folie. Alors, au XIXe siècle, l'aliénation a cédé la place aux organes de la folie, le cerveau. Le mot psychiatre est un mot récent, qui est né en 1937. Avant, on employait le mot aliéniste. Le mot névrose
est un contresens constant, puisque quand Cullen, l'anglais, a proposé le mot neurose, c'était une référence totalement organique, c'était les nerfs qui étaient enflammés, qui enflammaient le cerveau et qui provoquaient des troubles. Quand Kraft et Ebing a employé le mot névrose, ils voulaient employer le mot névrose dans une connotation uniquement biologique, alors que quand Freud emploie le mot névrose, il veut dire qu'il s'agit de quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'organique. Alors il pense bien sûr à l'hystérie qui a structuré les débuts de la psychanalyse, et puis, au début, le mot névrose a quitté le mot le domaine organique. On pensait pendant très longtemps, j'ai connu des publications qui disaient que le Parkinson était une névrose, que l'épilepsie, la chorée de Huntington étaient des névroses. Donc ces mots savants sont rentrés dans la culture et le mot déliré lui-même est devenu populaire avec dérailler. Il déraille. Alors Maupassant a fait un beau diagnostic d'autoprosopagnosie. On ne se reconnaît plus dans le miroir et Freud lui-même a connu une autoprosopagnosie parce qu'il était dans le train. Il avait peur des trains, des voyages en chemin de fer et à un moment, le train a un chaos, la porte de sa salle de bain s'ouvre et Freud voit quelqu'un dans son compartiment avec sa robe de chambre et avec sa pipe qui n'était pas lui-même. Donc Freud a commencé une autoprosopagnosie beaucoup plus tôt que ce qu'on croit et peut-être il a fini sa vie avec, mais c'est cette tendance à scientifiser, à faire croire qu'il y avait une démarche scientifique quand on employait des mots issus du domaine scientifique, c'était déjà des mots détournés et il y avait un lexique de la folie. Schizo, c'est rentré dans la culture en disant que cet homme politique a une position schizophrène puisqu'il a le choix entre deux théories opposées. Ça n'a rien à voir avec la schizophrénie que nous on connaît. Le mot paranoïaque veut dire il pense, il est toujours sur ses gardes, c'est pas faux. Le mot hystérie, appliqué essentiellement aux femmes, voulait dire elle est casse-pied. Le mot antipathique vient de on ne peut pas pathos souffrir avec lui, on ne peut pas sympathiser. Donc il est antipathique. Et ces mots savants ont été mille fois utilisés et sont devenus euh, des mots du langage courant, souvent avec une petite connotation ironique ou même drôle. Abruti a donné Branquignol, qui est un chef-d'œuvre de théâtre de boulevard. Le mot allumé, le mot azimuté, le mot bouffon, il débloque, il est déboussolé, il déconne, il déjante, il est désaxé, il est déséquilibré. C'est-à-dire qu'on voit que le privatif est conjugué avec des tas de participes passés. Il est timbré, il est toc-toc, il est fêlé, il est zozo. On invente des tas de mots et tout le monde comprend alors qu'il n'y a aucune définition précise. Alors bien sûr, ce que je viens de dire est arrivé à la résilience, c'est encore pire avec l'ADN. L'ADN, employé au sens de c'est au plus profond de sa personnalité, ou c'est au plus profond de son entreprise, c'est le contresens total. C'est-à-dire qu'alors là, parfois le mot résilience est dérivé et employé sous forme de contresens, parfois les praticiens ne se trompent pas ou rarement, ils désignent la reprise d'un nouveau développement, donc là on ne se trompe pas, mais très souvent, le mot est complètement déjanté. La folie n'est plus que, c'est un mot flou, c'est un mot fou. Mais il a été très utilisé en littérature, au cinéma, au théâtre. La Terre est plate. Il faut être fou pour ne pas voir que la Terre est plate. Hein, on va tous sortir, on va voir que la Terre est plate, on va voir de nos yeux, voir que la Terre est plate. Et bien sûr, il faut être fou pour penser autrement.
ça existe encore. Euh, on voit que le cinéma s'en est beaucoup inspiré. Abel Gans, Hitchcock, qui croyait utiliser la psychanalyse quand il racontait des romans incroyables avec Ingrid Bergman, psychiatre, découvrant la cause de la folie de l'homme qu'elle aimait. Le chien andalou, les tueurs psychopathes, et ben Hitchcock encore. Donc finalement, on voit que tous ces troubles-là, mal nommés, alimente des délires logiques, c'est-à-dire que des lyras privés de contact lyra avec le sillon, avec le sol, peuvent être totalement logiques et actuellement on ne se prive pas de délires logiques. Et même alors, et on entre au XXe siècle, on entre dans la psychopathologie de la famille. L'inceste avec Louis Malle est un moment merveilleux. Vous en penserez ce que vous voulez. La privation éducative avec Truffaut dans les films Les 400 coups, alors là, je suis un peu mieux. Et récemment, le film L'attachement de Tardieu, qui est une bonne récitation de couple. Alors qu'en est-il pour le DSM? Alors, qu'est-ce que désignent les mots du DSM? D'abord, le DSM a été conçu en 1952 ou à peu près au moment même où Laborit et Huguenard découvraient l'action du largactyle sur ce qu'on a abusivement appelé le psychisme. Alors c'est vrai que ça a un effet qui permet, j'ai été l'interne de Huguenard, j'ai eu des relations amicales avec Laborit, et le point de départ de cette découverte, ça a été l'éthologie animale, puisque des animaux hibernent et consomment très peu d'énergie. On pourrait arrêter de faire des anesthésies avec des barbituriques en donnant du largactyle. Ce que Huguenard m'a fait faire, c'est faire baisser la température centrale avec des couvertures en plastique où on mettait de la glace. Les patients qui devaient se faire opérer de méningiome ou de gliome étaient moyennement contents, mais effectivement, la température baissait et ils s'endormaient avec très peu de barbiturique. Donc, cette référence à la maladie était pertinente pour la syphilis, pour l'urée, pour l'idiotie, pour le crétinisme des Alpes, comme on disait gentiment, mais ça a été généralisé abusivement, ça a donc été un mauvais départ. Le désordre mental, actuellement, est plus pertinent. Et ce désordre mental, et là, il remplit la vie des psychiatres, des psychologues. C'est un retard de développement. L'école joue un rôle. Comme l'école joue un rôle social de plus en plus important, on voit apparaître la maladie des dyspraxie, dysphasie. On est tous 10 de quelque chose. J'ai connu l'époque où les tentatives de suicide étaient considérées comme un blasphème. On n'a pas le droit de retirer la vie que Dieu nous a donnée, donc c'est un acte opposé à Dieu, c'est donc un acte blasphématoire, et les suicidaires étaient punis, ce qui bien sûr a amélioré leur état mental. Alors, quand l'antipsychiatrie est arrivée, euh, Ronald Lang raconte que effectivement, j'ai vu, tous les praticiens ont vu des bouffées délirantes qui s'éteignaient dès que la relation avait, sans médicaments, dès que la relation avec le souffrant, parce qu'il était malheureux, il avait peur, le souffrant cessait de faire sa bouffée délirante, comme bouffée délirante polymorphe, on disait il y a 2 générations, cessait dès qu'il y avait une relation sécurisante. Alors tous les mots dérivent, c'est pour ça qu'ils sont polysémiques et ils prennent des sens différents selon le contexte culturel ou même selon le contexte de la personne. Quand vous entrez dans un magasin de meubles ou dans un antiquaire en disant ce secrétaire est très joli, je voudrais l'acheter, tout le monde comprend que vous voulez acheter un joli meuble. Personne ne comprend que vous voulez acheter le gars qui fait les papiers au fond du magasin. C'est pourtant le même mot,
qui désigne, qui découpe dans la réalité deux entités différentes. Mais c'est le mot qui découpe, c'est-à-dire que ça désigne abusivement un segment de réel éclairé par le mot. Le mot, en éclairant un segment de réel, met à l'ombre tout ce qui n'est pas éclairé. Et on appelle ça évidence. On voit ce qu'on dit, et on ne dit pas forcément ce qu'on voit. Or, les mots ont ce pouvoir éclairant qui fait que beaucoup de gens, de praticiens, croient que ces mots découpent un segment de réel, alors que Freud nous a bien dit, l'implicite des mots, c'est l'évolution vers le délire. Et cette, ce développement précoce des mots fait que, par exemple, des tas de maladies différentes apparaissent, notamment dans la violence conjugale. Le syndrome psychotraumatique n'était pas pensé, n'était pas pensable à l'époque où la souffrance psychique était considérée comme une punition de Dieu. On a commencé à penser qu'un syndrome psychotraumatique pouvait être une maladie ou une souffrance mentale dès l'instant où la personne devenait une valeur. Donc, le DSM et le CIM, qui lui emploient encore la classification de l'OMS, qui lui emploie encore le mot maladie, ça ne désigne plus ce qui se passe auprès des gens qui viennent nous voir. C'est comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, ça permet effectivement d'avoir un langage commun. Donc tout n'est pas mauvais. Ça permet, c'est important de faire un DSM peut-être pour une compagnie d'assurance, pour une comparaison de l'efficacité des médicaments. Mais c'est aussi un piège créatif. Le mot crée ce qu'on voit. Le mot homosexualité a été considéré comme une maladie quand j'étais interne, j'ai eu l'occasion de voir des jeunes que les parents amenaient à la consultation parce qu'ils avaient avoué ou que les parents avaient découvert l'homosexualité. Et donc les parents avaient l'explication toute faite, trouvez l'hormone de l'homosexualité et soignez-le et tout ira bien. Donc, cette manière de découper des segments de réel fait que les mots se transforment en croyances. Si on disait, si on racontait que l'homosexualité est une maladie provoquée par des troubles hormonaux, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. Il y a encore des gens qui y croient. Donc, quand le DSM prétend être athéorique, c'est tout à fait discutable parce qu'en fait, le DSM découpe des segments de discours collectifs. Les croyances, les préjugés sont découpés par les mots du DSM. C'est pourquoi je suis étonné quand j'entends dire que le DSM est la Bible des psychiatres. C'est une Bible que les psychiatres ne lisent rarement. Ce qui n'est pas vrai dans les compagnies d'assurance, ce qui n'est pas vrai dans les laboratoires, où effectivement ils peuvent désigner des savoirs partageables. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire Vitry, c'est-à-dire que le savoir dans un laboratoire n'est pas le savoir d'un praticien. Dans un laboratoire, on peut isoler euh, euh, faire une méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'on peut réduire, désigner par un mot, faire une population, faire une série, l'évaluer statistiquement et arriver à une conclusion momentanément vraie. Alors, ces conséquences-là, c'est celles qui nous caractérisent, c'est ces raisonnements de méthode expérimentale qu'on a tous appris pour avoir nos diplômes. Or, quand quelqu'un vient s'asseoir près de nous, c'est pas un objet de science. C'est une personne avec son corps, son cerveau, son histoire, ses fantasmes, sa religion, son contexte familial et son contexte culturel. Donc c'est comme tout à l'heure, Grégoire nous l'a bien expliqué, il faut absolument faire intervenir le contexte et le contexte du psychiatre, parce que la folie de l'un n'est pas la folie de l'autre.
Donc, la conclusion, la dérive de ces découpes du DSM, des mots du DSM, ça débouche effectivement sur le traitement de ces troubles mentaux désignés par des mots. Si on y croit, le traitement, c'est le médicament. Alors, parfois, les médicaments soulagent. Est-ce qu'ils guérissent? Je ne sais pas, mais parfois ils soulagent. Et actuellement, on voit réapparaître des toxiques qui n'étaient pas des médicaments, comme le LSD, le H, l'alcool. L'alcool, à ta santé, c'était considéré comme un bon médicament. Le H, qui est considéré et qui, paraît-il, va être dépénalisé, je fais partie des psychiatres qui ont vu des atrophies bifrontales provoquées par 3 ans de consommation modérée de H. J'ai vu des schizophrénies déclenchées par des cigarettes et j'ai même vu des bouffées délirantes dans les heures qui suivaient la prise de H et qui passaient spontanément quelques heures après. Donc, le largactyle, en apparaissant en 1950, a eu l'avantage de faire disparaître les lobotomies et a eu l'avantage de changer, de poser des questions psychothérapiques. Parce que comme on n'avait plus peur des patients, des délirants, des schizophrènes, on pouvait parler avec eux et on découvrait qu'ils avaient un monde intime qu'ils pouvaient exprimer avec des mots et qu'on pouvait tenter de comprendre. Les médicaments, parfois, ils peuvent avoir une petite utilité. Par exemple, j'ai connu l'époque où il fallait des gens lutter contre les médicaments pour la grossesse. Il fallait que les femmes souffrent parce que la souffrance avait une valeur de rédemption. Et j'ai entendu la phrase, une femme qui ne souffre pas ne pourra pas aimer son enfant. C'est-à-dire qu'il fallait que les femmes souffrent pour accoucher, et quand les médicaments sont apparus, ils ont provoqué de graves hostilités. Magendie, qui a joué un rôle important dans la médecine moderne, était très hostile à l'anesthésie. Balzac avait fait une association pour lutter contre les anesthésies. Il fallait souffrir, ça avait une valeur de rédemption. Or, on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que si un enfant a été élevé dans des conditions sécurisantes, une même information douloureuse sera déviée vers la zone qu'on appelle un peu rapidement la zone de la récompense, c'est-à-dire la partie inférieure du lobe préfrontal, qui stimule, les neurones stimulent en passant le noyau accumbens, qui provoque une sécrétion de dopamine, le plaisir d'agir, de sérotonine, le plaisir de parler, d'oxytocine, le plaisir de l'attachement, et d'endorphine naturelle, c'est-à-dire que établir une relation sécurisante et agréable, c'est comme un shoot de substances toxiques. Et ça modifie le circuitage des voies de la douleur. La même information prendra les mêmes voies de la douleur, mais arrivée au niveau de la grappe du thalamus, un noyau, le noyau VPL du thalamus, va orienter la même information vers la zone de la récompense, alors que si un enfant a été maltraité physiquement, sexuellement ou verbalement, la même information sera circuitée vers ce qu'on appelle de manière métaphorique la zone de la punition. C'est la même information, ça ne sera pas du tout le même ressenti. Donc ce mode de raisonnement, qui poursuit de manière un peu taquine ce que Grégoire Vitry nous a présenté tout à l'heure, a un degré de liberté. C'est que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et qu'est-ce qui agit sur le milieu? C'est la relation. Donc nommer les choses, c'est les rendre visibles, c'est les éclairer. Euh, mais c'est aussi les induire des délires logiques et c'est aussi mettre à l'ombre tout ce qu'on ne met pas en lumière. Actuellement, il y a des tas de guerres sur la planète. Il y a 50 guerres sur la planète. On ne parle que des 2 guerres qui nous touchent.
Où sont les autres 48 guerres? Elles n'existent pas dans la mémoire des récits collectifs, puisqu'elles ne sont pas parlées. C'est volontairement que je commets cette faute de français. Ces guerres-là ne sont pas parlées, donc elles n'existent pas dans la mémoire collective. Voilà, donc avant ce colloque, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses.